Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous présente mes lectures du mois de mai. Alors, ma première lecture, c'est celle-ci, Traverser la tempête avec un sombrero de Geneviève Brouillette. Donc, c'est ça, ce roman-là, il a été publié en 2025, éligible pour le Gala du roman québécois. Puis, je sais qu'il y a plein de monde qui l'ont lu. Il y a des files d'attente assez incroyables sur toutes les bibliothèques autour de moi, mais on n'a pas d'avis encore pour le gala, donc j'ai décidé que j'allais le lire. C'est un contemporain. On va suivre Julie à deux moments, au présent et au passé. Puis, on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Au présent, elle est au Mexique, dans une situation un peu loufoque, un petit voyage pour aller chercher des croquettes de chien. On va voir tout le contexte et tout ça, ça va avoir de l'allure. Puis, dans le passé, ben, au fur et à mesure du roman, on va comprendre plein de choses, mais on va découvrir son amitié avec Mylène. On va découvrir aussi sa relation amoureuse avec Philippe et comment elle a perdu tout ça, incluant son travail, à cause d'un amalgame de situations qu'elle aurait pu prévoir, mais en même temps, on est des humains, on fait des erreurs, puis c'est un petit peu de tout ça que ça parle, ce roman-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, j'ai beaucoup apprécié. J'ai tout de suite embarqué dans l'histoire de Julie. Je l'ai trouvée très humaine. Elle est vraiment pas parfaite. Elle nous raconte cette histoire-là à la première personne, puis on est donc dans sa tête. Elle nous explique comment elle est, puis la raison pourquoi elle a fait ces choix-là et elle a eu ces actions-là à tel moment. Puis tout ça, ça fait vraiment un personnage très cohérent. Donc, je suivais les péripéties, les aventures de Julie, ses erreurs aussi, et elle, avec une genre de perspective extérieure, de, tu sais, elle l'a vécu, puis maintenant, elle nous le raconte, puis elle est beaucoup plus lucide par rapport à ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Donc, je trouvais qu'elle était vraiment attachante, on avait beaucoup d'empathie pour elle, on la regarde se mettre les pieds dans les plats, puis comment la situation va mal tourner, puis on comprend complètement pourquoi ça s'est passé comme ça. Parfois, il y a des petits dilemmes moraux, parfois, il y a des situations en teinte de gris pas si faciles à vivre, ou dans lesquelles il faut être courageux, courageuse. Puis à ces moments-là, ben, elle l'a pas été. De toutes ces situations-là, donc j'ai trouvé ça vraiment bien écrit, vraiment bien intelligent. J'ai beaucoup aimé suivre Julie. J'ai beaucoup aimé aussi l'alternance entre les deux, parce que ben là, elle est au Mexique au début, puis elle est là pour justement fuir tout ce qui s'est passé derrière. Puis elle va évoluer au travers de tout ça, elle va rencontrer des personnes, elle va voir qu'elle a fait un cheminement aussi. Donc, on a comment ça va un petit peu mieux au fur et à mesure des pages, en avançant le roman, en suivant le présent, puis comment ça va de pire en pire en suivant les pages, en étant au passé. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ces deux moments-là. Comment c'était construit, l'arc narratif, les réflexions qu'elle va avoir, comment elle s'est pris les pieds dans toutes ces situations-là. Je trouvais ça très réaliste. Je pouvais me mettre dans ses souliers, même si on n'a pas la même personnalité, puis je pouvais comprendre que ça l'a mené à cette situation-là. Je trouve que les réflexions étaient intéressantes. Je trouve qu'elle réfléchit aussi de manière intelligente, qu'elle se remet en doute aussi. Ça, les personnages ont tendance à beaucoup blâmer sur tout le monde. Puis oui, elle blâme, mais elle-même, parfois, se remet en doute, puis elle est comme, est-ce que c'est moi le problème au travers de tout ça? Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a un beau cheminement du personnage, il y a vraiment des petits moments cocasses, des moments émouvants. On en découvre un petit peu plus aussi sur le milieu de la télé, parce que elle était au départ recherchiste à la télévision pour un jeu questionnaire, puis éventuellement, elle est devenue productrice. Donc là, on a un petit peu accès aux coulisses, puis comment ça se passe, puis c'est intéressant. Ça nous donne une idée de derrière l'envers du décor qu'on a généralement pas. Là. Moi, j'ai déjà écouté beaucoup de télévision, puis j'avais pas vraiment idée que ça se passait comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça a un petit aspect aussi original. Ça se veut un bon contemporain de reconstruction de soi, d'apprendre de ses erreurs, puis d'essayer de rebondir de tout ça, d'être résilient. Ça se lit rapidement, ça se veut comique, ça se veut touchant. Donc, j'ai passé un bon moment là, avec Traverser la tempête. Je peux comprendre pourquoi il est apprécié. C'est une lecture qui va être parfaite pour cet été, très légère malgré certains enjeux plus lourds. Donc, je recommande, j'ai bien aimé ça. Qui a tué Gérard Boll de Marie-Paule Villeneuve? Je l'ai abandonné à 85 pages sur 200 quelques. C'est un livre qui parle de Gérard Boll. Il y a des interrogatoires, il y a de la prison. Deux thèmes que j'aime vraiment beaucoup et malgré ça,
ça ne l'a pas fait du tout. Je pourrais pas extrapoler vraiment longtemps parce que je l'ai abandonné. Le sentiment que j'avais en lisant ces livres-là, c'était vraiment de l'indifférence. Je trouvais ça pas tant intéressant. J'étais désintéressée. Puis oui, au début, il y a des interrogatoires, mais on n'est pas dans un type d'interrogatoire typique. Puis oui, éventuellement, je me suis même rendue lorsqu'il était à la prison, lorsqu'il est dans une prison. Mais l'objectif, c'est pas de nous faire ressentir la prison, c'est vraiment tout autour de ce personnage-là. J'imagine qu'il a déjà existé pour vrai, là. J'ai pas fait mes recherches, puis ouais, l'homme connu pour son fameux canon. Ouais, c'est ça, j'imagine qu'il a déjà existé, là. J'aurais pu faire mes recherches, mais vous voyez, ça m'intéresse pas tant que ça. Donc, je peux pas aller plus loin que ça. Je sais pas si c'est dans la manière que c'est écrit, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire, est-ce qu'on voulait nous présenter la vie de ce personnage-là. Je pense qu'il manquait quelque chose de profondeur au niveau de l'écriture, d'aller plus loin que juste d'être complètement fixé sur le personnage, parce que j'ai rien ressenti, je me suis pas attachée ou je le méprisais pas nécessairement, je me suis pas attachée aux enquêteurs qui le talonnent depuis longtemps, puis en prison, je ressentais pas la prison, je ressentais pas, tu sais, on n'était pas dans son psychologique, donc je peux pas vous en parler vraiment plus que ça, mais je l'ai abandonné par total désintérêt. La Révolution d'Agnès de Jean-Michel Fortier. J'ai relu Jean-Michel Fortier parce que l'année passée, gros coup de cœur, pour tout me revient maintenant. Je sais que lorsque je lui ai jasé au Salon du Livre de Montréal, il me dit que ses autres romans étaient très différents de celui-là. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'étais intéressée de le relire. Dans ce roman-là, c'est difficile à expliquer. En fait, il va y avoir une embarcation qui va arriver en Gaspésie, puis la petite population va se demander qu'est-ce qu'est cette embarcation-là, à quoi elle sert, c'est pourquoi, est-ce que ce sont des ennemis, est-ce que, tu sais, on va se poser des questions. Puis nous, on va suivre un petit groupe de personnes qui sont dans une pension, la pension de Madame Hélène Sergerie, au travers de ce bouleversement-là dans leur région et de différentes petites intrigues. C'est difficile de vous parler de ce roman-là parce que, il est vraiment pas linéaire. Donc, au début, le premier chapitre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je venais de terminer un livre que je n'étais pas tant satisfaite ou gagnée. Puis le premier chapitre, je l'ai trouvé drôle, j'ai eu des petits moments, je trouvais que l'écriture était très intelligente, ça me faisait pouffer, ça me faisait rire. Puis là, après ça, on est allé dans les autres chapitres un petit peu comme à décrire ou à nous expliquer qui sont les différentes personnes de la pension. Fait que là, je me disais, OK, j'imagine qu'on veut nous présenter les personnages avant d'aller dans une intrigue. Puis là, je pensais qu'il y avait une intrigue, c'est là qu'on s'en allait, mais là, rapidement, elle est avortée. Puis, il y a quelque chose d'autre. Puis là, ça aussi, ça déroute, puis ça revient. Il y avait vraiment comme je me sentais vraiment dans des U-turns dans ce roman-là. Tu sais, on s'en va là, non, finalement on revient. On s'en va là, finalement on revient. Je trouvais ça un peu désagréable comme feeling parce que j'avais tout le temps envie de m'investir dans l'intrigue qui commençait, mais je trouvais ça vraiment désagréable dans mon expérience de lecture de tout le temps rebondir puis de revenir au point de départ. C'est pas un procédé que j'aime. J'aime un début, un élément déclencheur, puis tu sais, une quête, un désir d'aller là. Puis là, il n'y avait pas de point final. Puis même la fin, on dirait que ça finit un petit peu en queue de poisson, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment particulier comme expérience. Je l'ai terminé, mais je vous avouerai que j'ai pensé à un certain moment à l'abandonner parce que je lisais sans nécessairement avoir de plaisir. Je m'étais pas tant attachée au personnage. L'écriture, ça allait, mais je comprenais pas où est-ce qu'on voulait aller. Puis les thématiques, je trouvais que c'était pas assez approfondi. En rentrant ma note sur Goodreads, mes commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a dit que ce roman-là est un petit peu trop d'idées, trop d'ouverture, trop de choses. Puis je pense qu'il y a un peu de ça. Tu sais, il y avait pas un focus, il y avait pas c'est quoi ton but dans ce roman-là? C'est peut-être ça le but de nous désarçonner et tout, mais moi, c'est pas une expérience qui me plaît tant que ça. Donc, je vais écouter les échos pour les autres ouvrages de Jean-Michel Fortier. C'est pas nécessairement un X. Il pourrait rentrer dans ma catégorie de livres de troisième chance, bris des qualités, définitivement. Bah oui, je vais le noter. J'avais même pas pensé à ça, mais il rentre un petit peu dans cette catégorie-là, là. Un gros hype puis un bon lot. J'ai reçu en service de presse Nous renaîtrons peut-être des nouvelles écrites par Hélène Laforêt.
publié chez Tête Première. Merci beaucoup pour cet envoi. Un envoi surprise, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Et dans ce livre-là, comme je vous dis, c'est des nouvelles, ce sont des nouvelles qui tournent autour de la nature et de la maison, je vous dirais. Là, je me suis pris des notes pour chaque nouvelle, parce que c'est un petit peu difficile de faire un avis global, général, dans ce cas-là. En tout cas, pour moi, je trouve ça particulièrement difficile. Donc, la première nouvelle, c'est La maison aux lettres. Donc, on a Jeanne qui va aller vivre à la campagne après une séparation pour se ressourcer, puis elle a un grand projet d'écrire un scénario. J'ai trouvé dans cette nouvelle-là que l'ambiance était vraiment on point. Il y a un moment précis que je me souviens, là, en quelques phrases, en peu de mots, j'étais complètement investie, j'étais complètement horrifiée, là, parce que je vous dirais que tout au long de ce livre-là, les nouvelles ont toujours une petite touche réalisme magique. Ça, c'est quelque chose qui est commun dans toutes ces nouvelles-là. Puis, ben, ça commençait très fort avec la première nouvelle. Par contre, je vous dirais que le réalisme magique, de façon générale, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Donc, j'ai bien aimé la première partie de la nouvelle, mais un petit peu moins la deuxième. Comment ça se termine? Millefeuille, c'est une de mes nouvelles préférées de ce recueil de nouvelles-là. En fait, je sais pas si c'est ma préférée ou ma deuxième préférée, parce qu'elles sont vraiment très différentes, les deux. Ici, on va suivre une fille qui est végane, puis elle se pose beaucoup de questions parce que, ben, elle veut pas que ça fasse chenoute les gens autour d'elle lorsqu'elle va souper ailleurs, puis tout ça, mais en même temps, c'est quelque chose auquel elle tient beaucoup. Au-delà de la réflexion de ne pas manger des animaux, ni de produits dérivés des animaux, elle a aussi des inquiétudes par rapport aux plantes, puis elle trouverait ça donc bien plus facile de juste pas manger, ou d'avoir un substitut qui n'est ni des plantes ni des animaux. Je peux pas vraiment vous en dire plus. Moi, je suis pas végane. J'aimerais, mais il faut faire des efforts. Puis, il faut avoir certaines capacités culinaires. Déjà, je rate à peu près tout ce que je fais. Puis, pour l'instant, je mange végétarien uniquement, tu sais, ou presque. Je peux pas vous en dire plus, mais je trouve que les valeurs de cette nouvelle-là étaient vraiment au diapason avec moi. Je l'ai beaucoup aimée. L'alternative à ne pas manger, elle est wow! C'est une vraie lubie, j'ai beaucoup aimé ça. Toute la loupe, je peux pas vous en dire trop, là, mais c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. On a un petit aspect comme fantastique-ish, mais ça passe super bien. J'ai beaucoup aimé ça. Vraiment, là, une de mes nouvelles préférées. Je l'ai lue très, très vite. Puis il n'y avait pas de thématique tant maison. Ça, c'est peut-être entre la nature et la maison, c'est celle que j'aime le moins. La troisième se nomme Héritage. J'ai marqué très maison, thématique très maison, une histoire d'héritage justement, puis de lieu, un lieu qu'on veut posséder pour d'autres constructions ou pour des enjeux économiques, pour faire de l'argent, pour que d'autres personnes fassent de l'argent sur un lieu important. Donc, ça n'a pas été vraiment là, un succès pour moi, cette nouvelle-là. Celle d'après, c'était Gîte Bel Espoir. Là, il y avait quelque chose pour moi parce qu'il y a une perspective d'enfant, donc on est dans les yeux d'un enfant. Une autre affaire de maison, mais il y a un petit aspect paranormal qui embarque, des bruits. J'ai eu un petit peu de trigger parce que la mère, la manière qu'elle parle à son enfant, puis elle ne croit pas son enfant, ça me trigger beaucoup. Donc, c'est une nouvelle que j'ai trouvée malgré tout très divertissante. Je vous dirais peut-être en top 3. La nouvelle suivante se nomme Persévérance. C'est une nouvelle qui m'a pris un petit peu de temps à comprendre au début. On a une narration un petit peu particulière parce qu'il y a quelqu'un qui est pris dans un livre. Puis c'est ça au départ que je comprenais pas tout à fait. Je pensais que c'était comme l'âme du livre qui parlait, mais là finalement j'ai compris qu'il y avait l'âme de quelqu'un qui était pris dans un livre. Je trouve ça vraiment intéressant comme concept, mais c'est ça, ça m'a pris un petit peu de temps à débroussailler. Au final, j'ai aimé cette nouvelle-là, puis un petit clin d'œil aussi parce qu'il y a un personnage qui était dans une autre nouvelle qui est apparu dans celle-là, puis j'aime toujours ça lorsqu'on revoit des personnages dans des nouvelles. J'aime ça, moi, les liens.
L'avant-dernière nouvelle, c'est les plantes d'intérieur n'existent pas. Donc, c'est une dame assez âgée qui est suivie ponctuellement, là, tous les jours, par des gens du CLSC qui viennent la voir. Puis là, elle s'inquiète beaucoup parce qu'elle a énormément de plantes à la maison et elle est plus capable de s'en occuper. Puis, ben, elle voit bien qu'elle ne pourra pas rester dans sa maison éternellement. Il va falloir qu'elle soit déplacée en CHSLD. Mais là, elle essaie de trouver un endroit où il accepte une quantité faramineuse de plantes et pour l'instant, elle ne trouve pas cet endroit. Il y a une petite twist qui va arriver. Ça termine assez abruptement, je vous dirais. Qu'est-ce qui va se passer, comment elle dépérit jour après jour, les préposés qu'elle aime plus, les préposés qu'elle aime pas. Puis il y a comme un tournant qui se passe assez rapidement par rapport à une de ses plantes. La fin est assez troublante d'un certain sens, assez champ gauche. Ça dérive assez vite, puis ça conclut. Et finalement, ma préférée, est-ce que c'est ma préférée? C'est Fleur de Mars. C'est difficile de vous parler de Fleur de Mars sans dévoiler tout ce qui va se passer dans cette nouvelle-là. Mais au préalable, notre protagoniste, c'est quelqu'un qui a beaucoup de douleurs chroniques, puis elle va trouver un réseau de soutien de femmes qui, elles aussi, ont différentes douleurs, puis elles vont aller en retraite ensemble. Et ce qui semble être beau va devenir autre chose. Et il y a une thématique qui va arriver de ça que j'aime vraiment beaucoup. Ça a un aspect glauque, ça a un aspect un petit peu horreur. Lorsque ça chavire, c'est, ma foi, assez intriguant. C'est un petit peu trop weird pour moi, mais je vous avouerai que cette nouvelle-là termine tellement bien le livre et elle m'obsède, cette nouvelle-là, à tel point que la lecture que j'ai faite après celle-là, c'est La mer des larves. Et il y a un petit moment que une similarité entre les deux œuvres. Whoop! Donc, elles ont cette thématique-là en commun. J'étais tellement mélangée, je me suis demandé si c'était dans ce livre-là que j'avais lu ça, mais là, finalement, non. Les deux œuvres avaient ce petit quelque chose en commun. Ma foi, c'est très bien. Donc oui, quand même une bonne découverte, 2, 3 bonnes nouvelles que j'ai bien appréciées. Des thématiques quand même assez différentes, plutôt beaucoup d'originalité. Donc je recommande pour les gens qui aiment beaucoup la nature et les maisons parce que c'est ça les deux thématiques principales, mais ça va quand même beaucoup plus loin. Très intéressant. La mer des larves de Maude Jarry. Je l'ai reçu en service de presse. Je l'ai demandé aux éditions Ta Mère parce que, ma foi, ça m'intriguait beaucoup, ce livre-là. De quoi ça parle? En fait, on va suivre Sarah. Sarah, qui est technicienne vétérinaire. Elle a toujours eu un amour incroyable pour les animaux, tout particulièrement pour les chats, et ça a toujours été vraiment très réciproque, d'où le fait qu'elle travaille aujourd'hui dans une clinique vétérinaire. Mais là, depuis quelques temps, c'est vraiment le chaos. Les chats la griffent, ils crachent après, lui font mal. La cohésion qu'elle a toujours eue avec les animaux, particulièrement avec les chats, elle ne la retrouve plus. Même son propre chat à elle, qui a toujours été comme une grosse doudoune, lui fait mal constamment. C'est un peu comme à en virer sur le top. Et en plus, ben son chum, avec qui elle a passé plusieurs années, qui se sont rencontrés, que ça a été le gros coup de foudre, avec qui c'était très très clair qu'elle ne voulait pas d'enfant et que lui non plus, ben il s'est réveillé un beau matin, puis finalement il en voulait, puis là il était comme ben toi, puis elle était comme ben non, j'en veux toujours pas, puis j'en voudrais jamais, tu sais, ça fait des années que je veux me faire ligaturer les trompes, puis il y a aucun médecin qui veut, mais j'en veux vraiment pas, avec toi, avec personne. Donc, ce gars-là l'a laissé, les chats l'aiment plus, sa vie va pas bien, vous comprendrez. Mais là, en plus, elle commence à avoir vraiment des énormes douleurs physiques. Puis ben, vous savez comment ça se passe. Lorsqu'on va au médecin, on essaye de nous trouver, de nous diagnostiquer plein de choses, de mettre ça sur la dépression compte tenu des chats, compte tenu de sa séparation, mais on prend pas au sérieux ses douleurs. Ouais. Ce livre-là, je l'ai commencé, puis j'étais comme complètement, c'est super bon, c'est super intelligent. Il y a un souci du mot exact, et ça, ma foi, ça démontre toutes mes faiblesses, moi qui oublie tous les mots et qui n'est pas dans l'exactitude, mais ce livre-là le fait vraiment très bien. Toutes les descriptions, il va y avoir une opération d'un chat au début, puis c'est vraiment ultra bien décrit, c'est vraiment bien fait, et
toute cette touche-là de description ajoute un petit volet d'horreur. Donc, moi, je considère ce livre-là comme un livre contemporain avec des touches d'horreur et ça fonctionne complètement. Ici, on parle du non-désir de maternité, un sujet qui est de plus en plus abordé, mais ici, je trouve qu'il est vraiment contemporain. Je vois de mes amis dans ce livre-là des personnes qui ne veulent pas d'enfants, qui ont demandé la stérilité à plusieurs reprises et qui se sont toujours fait refuser parce que, ben, on s'en reparlera lorsque tu as eu des enfants. Donc, il y a vraiment un discours que j'entends, que je reconnais. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une importance à ce niveau-là. Tout l'aspect aussi de la douleur des femmes, à quel point on n'est pas pris au sérieux. Les femmes, mais aussi les femmes plus corpulentes, les femmes grosses. Ce n'est pas le cas de Sarah, mais il va y avoir une situation aussi où elle va en parler avec sa sœur. Puis, ben, sa sœur, elle, a dit que à toutes les fois qu'elle va au médecin, elle y va genre avec son mari, puis c'est son mari qui raconte ses symptômes parce que elle va être davantage crue. Tout ça, là, c'est vraiment un discours important, c'est vraiment très contemporain, les problématiques actuelles qu'on dénonce. Il y a cette touche d'horreur qui arrive, touche d'horreur qui, malgré tout, est complètement factuelle, dans le sens que Sarah a effectivement quelque chose qui ne fonctionne pas avec son corps, puis l'autrice, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je l'ai écouté dans l'émission « Il restera toujours la culture », puis c'est effectivement une maladie qui existe, qu'elle va avoir contractée. Donc ça, là, c'est tellement intelligent. Tu vois que c'est un livre avec de la recherche. Tu vois que c'est un livre qui a été réfléchi, qui a pris son temps, qui a été bien mis en place. Et ça ne peut donner qu'un livre franchement bon. C'est un livre dans lequel tu embarques et tu as juste envie de le terminer. C'est quand même, tu sais, ça n'a pas l'air si gros, mais c'est quand même un bon roman qui prend son temps, qui nous fait découvrir les personnages, Sarah, sa relation avec sa mère qui est très tumultueuse. D'ailleurs, sa mère, c'est à cause de elle qu'il y a des similarités avec Noureddin Intro, peut-être. Et c'est ça, il y a un moment qui s'en va justement en retraite quelque part, puis j'étais comme « Ah non, ça ne tente pas », puis finalement, waouh, champ gauche, ça part, j'ai adoré. Donc, voilà, c'est vraiment une très bonne lecture. Je ne serais absolument pas surprise qu'ils se rendent dans mon top 10 à la fin de l'année. Les romans québécois cette année sont vraiment sur la coche. OK, je vous parle de mes dernières lectures du mois de mai. Le joueur, Dostoïevski. Lecture du club de lecture de Sylvain Desmentis. Le joueur, c'est un garçon qui s'appelle, il me semble qu'il s'appelle Alex. Ça fait plusieurs jours que je l'ai lu. Puis c'est ça le problème lorsque ça fait plusieurs jours. Mais notre protagoniste, au début, on est avec plusieurs personnages, mais on suit de la perspective de ce protagoniste-là. Et on voit bien qu'il est infiniment en amour avec une fille, une femme. Et il y a aussi l'aspect du jeu. Mais au début, ça prend pas énormément de place, le jeu. Jusqu'à temps qu'une grand-mère arrive, la grand-mère de quelqu'un qu'on pensait qu'elle allait décéder puis qu'on allait recevoir son héritage. Puis elle arrive, puis elle se met vraiment à jouer de manière compulsive, à tout gagner et à tout perdre. Et là, c'est là que le jeu va prendre plus de place dans la vie de notre protagoniste. L'amour et le jeu et un mélange des deux. Comment vous dire? Je sais pas, je suis pas faite pour les classiques. Je suis pas faite pour les classiques. J'ai trouvé, là, jusqu'à temps que la grand-mère arrive, j'avais l'impression d'être droppée, laissée tomber à un endroit où il n'y avait pas de contexte, pas d'explication de personnage. Je comprenais pas grand-chose. Ça m'importait pas vraiment non plus. C'était comme des petites chichis, des petites chimères de personnes que je connais pas, de elle a dit ça, puis de telle chose. Puis tu sais, il y a comme tout le langage aussi de l'époque qui embarque là-dessus, puis j'étais comme complètement déconnectée. Tu sais, ça avait beau être un genre de 200 pages, j'allais trouver ça difficile. L'arrivée de la grand-mère me pépait un petit peu. Elle est assez particulière et ça donne un petit kick à l'histoire. Tu sais, ça donne la personnalité à tes ramasses, à tes charries, puis comme, ben voyons, toi tu fais ça, puis t'es comme ça. Vous pensiez tous que j'allais mourir, ben non, je suis là, puis m'allez flamber votre argent, vous aurez rien. Elle a de la personnalité, elle est attachante, comme j'aimerais la dire. Et ça me donnait un petit peu le goût de l'aimer un petit peu plus. Mais là, sachant que c'est elle qui s'en va jouer Mère et Monde, je me demandais pourquoi ça s'appelait
le joueur, j'aurais appelé ça la joueuse. Et la fin, je veux pas m'embarquer tant que ça, mais je peux dire que ça a redescendu un petit peu pour moi dans mon intérêt. On dirait que je peux pas vraiment vous en dire plus. Est-ce que j'ai apprécié tant que ça? Bof. Est-ce que c'est un livre pour moi? Bof. Est-ce que les classiques sont pour moi en général? Bof. Les thématiques du jeu, c'est pas ce qui m'interpelle le plus. Être assise à une table en train de jouer, ça m'intéresse pas tant que ça. L'obsession, l'addiction, ça pourrait m'intéresser, mais là, on n'était pas dans la tête des personnages, on était vraiment plus à l'extérieur, en train de regarder les actions. Puis ça, ben ça joue beaucoup pour moi. Le fait qu'on n'a pas vraiment découvert les personnages, leur identité, leur personnalité, ça fait en sorte que je m'attache pas tant que ça. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient pas de mon côté, qui étaient pas faites pour qu'on résonne ensemble. Mais la dernière lecture dont j'aimerais vous parler pour le mois de mai, c'est une lecture que j'ai faite à l'audio, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour, qui en fait est une relecture pour moi, qui est sur la plateforme Audio, narrée par Éric Chacour lui-même. C'est vraiment intéressant de lire pour une deuxième fois cette histoire-là, qui est une histoire d'amour impossible entre deux hommes. Tarek, qui vit en Égypte, qui n'a jamais eu grand-chose à dire sur son avenir. Elle était bien droite, il y avait un destin tracé pour lui, il fallait juste qu'il suive. Il n'y avait pas, il y avait pas grande décision, puis il n'y avait pas une personnalité comme ça non plus. Puis un beau jour, il a flanché pour ce garçon qui se nomme Ali, dans un moment pas possible, dans une époque pas possible. C'est, selon les propres mots d'Éric Chacour, un genre de Roméo et Juliette contemporain. C'est une histoire que j'avais beaucoup appréciée à le lire, mais je trouve que à l'écouter, il y a vraiment plus de subtilité et je trouve que c'est une histoire pleine de non-dits. Il y a plein de choses qui ne sont pas dites tout au long de ce roman-là. Et c'est ça qui crée toutes les situations parce que c'est comme ça que la famille est, c'est comme ça que c'est à cet endroit-là et à l'époque aussi. Je redécouvre cette lecture-là que j'avais beaucoup appréciée. Je redécouvre Tarek, un personnage que j'aimais beaucoup, des personnages aussi assez mystérieux comme Mira et Ali, d'un certain sens, des personnages en teinte de gris, une histoire qui est construite quand même assez différemment, une teinte d'originalité. Je recommande fortement, si vous ne l'avez pas lu en papier, lisez-le avec vos oreilles, ça vaut définitivement le coup. Et avec la signature d'Éric Chacour dans vos oreilles, c'est encore mieux. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.